Le plan de l'exposé est le suivant. En premier, les enjeux. La comparaison chronologie longue, chronologie courte, c'est le nœud du problème. Les principes des datations radiométriques actuellement utilisés un peu partout dans le monde. L'historique de ces datations. C'est important de faire des historiques des sciences parce qu'on voit comment les choses se sont mises en place. Et nous verrons qu'il y a des problèmes et des contradictions très importants. Et un de ces problèmes, c'est la datation carbone 14 de fossiles de dinosaures. Et nous conclurons. Alors, pour bien comprendre le contexte, nous allons faire une remarque préliminaire importante qui concerne la méthode scientifique appliquée à des événements passés. On parle beaucoup de sciences expérimentales, mais pour les événements passés, comment cela se passe ? Un événement passé est connu actuellement que par les conséquences physiques, chimiques, biologiques, démographiques de tout ordre qu'on voit actuellement au jour d'aujourd'hui. Nous ne savons pas comment cet événement s'est déroulé, nous ne connaissons pas la date, c'est d'ailleurs une des raisons des datations, c'est d'essayer de trouver une date, et nous verrons que ça peut se faire qu'avec des hypothèses très contraignantes. Et ce qui complique la chose, c'est que des événements ultérieurs inconnus à des dates ultérieures, mais aussi inconnues, ont modifié les premières conséquences de l'événement initial. Donc tous ces multiples événements affectent les observations actuelles et on ne peut pas appliquer la méthode expérimentale et seules des hypothèses et scénarios sont possibles à partir des observations actuelles, des déductions et des expériences à l'aide de nos connaissances scientifiques. Par exemple, des expériences, ça serait la sédimentation en flux de courant fort par Guy Berthaud. C'est une expérience actuelle, mais pour essayer de simuler ce qu'on imagine, ce qui a pu se passer dans le passé. Et du point de vue purement scientifique, des hypothèses concurrentes et divergentes peuvent coexister et avoir les mêmes droits, mais doivent garder impérativement le statut d'hypothèse, car scientifiquement, on ne peut pas démontrer un événement qui s'est produit dans le passé. Scientifiquement, on n'a pas des preuves. On fait des spéculations, des hypothèses, mais ça reste des hypothèses. Et dans le camp qui nous oppose aux chronologies longues, il considère qu'on n'a pas le droit d'avoir d'autres hypothèses que des chronologies longues. Donc les enjeux. Nous avons vu ce matin deux conceptions de l'origine du monde et de la vie. Conception biblique, basée sur la révélation divine et la raison humaine, qui donnerait lieu à des chronologies courtes. Et la conception évolutionniste, basée sur la raison humaine seule, qui donne lieu à des chronologies longues. La première, actuellement étant considérée comme obscurantiste, et la seconde comme source de progrès. Nous avons vu déjà ce matin avec la génétique que ce n'est pas vraiment le cas. Donc, ces deux conceptions du monde, c'est un clivage. Un clivage, on clive les roches en feuillure, ou une ligne de partage des eaux. Vous m'excuserez l'orthographe, mais c'est un petit jeu de mots un peu facile, qui sépare les chronologies en deux grandes catégories. Chronologie longue, c'est des milliards d'années. Là, on n'est pas avare de milliards. Et chronologie courte, où là, on est un peu plus radin. Alors... les chronologies longues, comme l'avouaient Jean-Baptiste Lamarck, Charles Lyell et Charles Darwin, sont indispensables pour la crédibilité du passage d'une espèce à une autre par changement infime. Et du côté modèle cosmologique, cette crédibilité repose aussi sur une expansion encore plus grande de l'échelle des temps. C'est compréhensible, hein, si quelque chose s'est passé avant, il doit être plus vieille que ce qui s'est passé après. Donc toute la crédibilité des théories de l'évolution repose donc sur ces chronologies longues. C'est le point fondamental. Alors, on va comparer ces deux conceptions. Sur le tableau suivant, vous avez à gauche l'hypothèse des chronologies longues qui dépend de l'hypothèse de base faite par Hutton et Lyell. Excusez-moi la prononciation anglaise, je ne suis pas très anglophobe.
anglophone, pas anglophobe. C'est l'uniformitariste de Lyell, qui consiste à considérer que les événements passés se sont passés dans les mêmes conditions physico-chimiques que ce qu'on voit actuellement, dans les temps modernes. Et à ce moment-là, la sédimentation est considérée comme verticale, très lente en eau calme. Les chiffres admis étaient de 1 mm pour 100 ans. Donc vous voyez 100 000 ans pour 1 mètre. C'est quand même important, en lenteur. La hauteur des strates, avec cette vitesse de sédimentation, a une signification temporelle, puisqu'on mesure l'épaisseur et on dit que c'est tant de temps qui s'est écoulé entre le haut et le bas. Et les fossiles sont considérés comme ensevelis lentement. Et la profondeur où ils se trouvent, pardon, c'est moi qui me trompe, la profondeur à laquelle ils se trouvent donne une date relativement approximative. C'est pour ça qu'en chronologie radioactive, on va parler de date absolue. Et on verra que c'est une fausse appellation. Quelquefois, les strates ne sont pas dans le bon ordre. À ce moment-là, on va chercher des strates officiellement dans le bon ordre et on va voir où sont les fossiles. Et c'est le fossile qui va donner la date dans cette première couche. Et on va transposer cette date dans des couches où tout est inversé. Et on dira c'est le fossile qui donne la date des couches. Alors que dans l'hypothèse des chronologies courtes, en milliers d'années, c'est par exemple le catastrophisme de Woodward, fin du XVIIe, donc un peu après Descartes. C'était très évolué comme conception. On avait déjà les eaux d'en bas, les eaux d'en haut, et des phénomènes catastrophiques qui refaisaient tous les reliefs sur la planète. Et là, la sédimentation était considérée comme verticale et horizontale, mais rapide dans des forts courants. Et on avait un granuloclassement en fonction de la taille des particules. Et du coup, la hauteur des strates n'a plus de signification temporelle ou faible, les temps sont courts. Et si nous regardons la hauteur des strates dans l'hypothèse des chronologies courtes, renseigne sur la charge en sédiments et sur la vitesse initiale des courants qui ont provoqué leur dépôt en des temps courts. D'abord, il y a eu érosion, ensuite dépôt dans ces courants forts. Et la conférence qui suit celle-ci vous donnera une présentation des travaux de Guiberto et plus d'informations sur ces sédimentations rapides qui forment des strates dans des temps extrêmement courts. Donc, la stratigraphie, comme elle est basée sur une vitesse de sédimentation faible, la profondeur donne les âges. Donc, la couche inférieure, c'est les principes de superposition de Sténon. La couche inférieure est plus âgée que les couches au-dessus. Et je vous disais tout à l'heure que si jamais on trouve des empilements, où que ce soit sur la planète, mais qui ne sont pas dans le bon ordre qu'on a trouvé dans d'autres régions de la planète, on va dire qu'à gauche, c'est la chronologie officielle, avec des fossiles d'un certain type à certaines profondeurs. Et si on les trouve inversés, on va dire que cette couche, en fait, est de l'âge de celle-ci. Et tout a été remanié par des catastrophes, en fait. Ils disent qu'ils refusent les catastrophes, mais il faut intervenir des catastrophes quand ils en sentent le besoin, pour expliquer quelques phénomènes un peu incompréhensibles, comme les couches qui sont inversées complètement. Alors, aujourd'hui, l'uniformitarisme de Lyell n'est plus appliqué à la lettre. Il est appliqué uniquement dans l'échelle stratigraphique qui a déjà donné un calendrier qui est encore en vigueur. Et c'est basé justement sur ces vitesses de sédimentation très lentes, qui d'ailleurs ne sont pas uniformes sur la planète. On a pris des vitesses de sédimentation en Angleterre à l'époque de Lyell, et on a dit que ça faisait 1 mm par 100 ans, mais on n'a pas varié ensuite, alors qu'elles sont très différentes, les vitesses de sédimentation, même en eau calme. Donc les fossiles dans les couches trop anciennes sont dits remaniés, et on leur redonne un âge en fonction des fossiles caractéristiques. Donc si vous trouvez des dinosaures affleurant le sable du Sahara, ils devaient être très jeunes, à moins d'avoir des érosions de 3000 mètres d'épaisseur ou des surrections qui leur remontent en surface. Mais on va dire que c'est un dinosaure, donc il a 60 millions d'années, ou 65 millions d'années.
Et le paradoxe, c'est que les modèles actuels de formation de la Terre et des reliefs font appel à des multiples catastrophes, collisions tectoniques, volcanisme, extinction, seulement dans des temps très longs. Donc, les chronologies longues sont aussi basées sur de multiples hypothèses sur la formation des amas galactiques, des nébuleuses, des systèmes planétaires. Et ça conditionne toutes les hypothèses qu'on va faire ensuite sur les radiodatations. Parce qu'on a autant de théories que de chercheurs, en fait. Mais chacun se groupe avec d'autres pour avoir, par exemple, une théorie d'accrétion homogène où une condensation de matière de roche a formé une planétoïde qui a grossi en recevant des météorites qui ramènent plus de matière. Et cette matière, la Terre ayant chauffé par ses collisions et par la radioactivité interne, a fondu et a fait une différenciation des éléments qui ont donné les continents, les océans. L'eau, on ne sait pas vraiment d'où elle vient, mais bon, dans ces modèles, on trouve toujours une comète qui amène de l'eau par miracle. Et l'autre modèle, c'est de dire que d'abord, c'est les éléments lourds jusqu'au fer. On se demande pourquoi le fer s'est aggloméré et pas l'uranium qui est encore plus lourd, qui a été quand même formé aussi dans les étoiles, d'après les hypothèses. Et cet élément de fer a grossi avec des apports de météorites ferreux. Il devait y en avoir une grosse quantité pour faire la Terre. Ensuite, c'était agglomération-accrétion de roches, et toujours avec l'échauffement interne et les frottements avec l'apport de matière, a donné la planète. Donc la seule différence, c'est qu'ici, le noyau de fer s'est formé après, par différenciation, les aimants lourds allant vers le centre. Et on se demande aussi pourquoi l'uranium n'est pas allé dans le centre. Parce qu'on ne trouve pas d'uranium plus bas que le manteau. Alors, passons en chronologie courte. Je vais vous passer un modèle qui n'est pas le seul, mais qui donne une idée de comment ça aurait pu se passer. Donc c'est une hypothèse non prouvable, même si on a quand même le récit de la Genèse qui n'est pas du tout à négliger, puisqu'il donne des informations extrêmement précieuses. C'est l'univers et la Terre sont formés en des temps courts avec leur composition physico-chimique définitive dès l'origine. C'est très important parce que c'est ce qui nie. Les partisans des chronologies longues disent qu'il n'y avait pas tous les éléments à l'origine. Il y avait les éléments lourds et ensuite ils se sont décomposés par des intégrations radioactives pour donner tous les autres éléments, à part les éléments primordiaux. Des multiples catastrophes planétaires et des temps très courts. Donc le déluge tectonique, je l'ai dit, déluge, je n'ai pas dit inondation localisée en Mésopotamie du temps de je ne sais pas quel roi, avec des volcanismes à échelle de continents. C'est incroyable les restes champs de lave qu'on trouve sur Terre, mais des 2 millions de kilomètres carrés, un peu partout dans le monde. Les glaciations. Et ces catastrophes ont façonné les continents et leurs reliefs en milieu aqueux très turbulents, des temps très courts pour donner la planète actuelle que nous connaissons. Donc, un des modèles, c'est d'avoir un continent unique à l'origine avec des eaux souterraines qui sont à très haute pression et à très haute température. C'est ce qu'on appelle un état supercritique. C'est un état de la matière qui ressemble à un plasma. C'est ni un liquide, ni un gaz, ni un solide. En fait, ça ressemble à un solide, mais avec des propriétés de plasma. Et un océan unique qui recouvre le reste de la Terre. La croûte est représentée, mais pas le manteau, parce qu'en fait, on ne connaît pas grand-chose de ce qu'il y a dans le centre de la Terre. On sait tout par connaissance indirecte et ondes sismiques et déduction. Alors, imaginons une submersion planétaire et totale par des eaux atmosphériques. Des eaux atmosphériques qui couvrent tous les reliefs. Ce n'est pas une petite inondation mésopotamique qui fait qu'on peut mettre des bottes et passer quand même dans cette inondation. Donc c'est planétaire. La pression provoque l'affaissement du continent, sa fissuration est celle de la croûte. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les eaux souterraines vont jaillir à très haute pression et très haute température, donc faire des panaches de vapeur incroyables qui peuvent éventuellement surcondenser et retomber en pluie, donc augmenter l'inondation initiale.
avec ces fissurations provoquant des coulées de magma un peu partout, même sous les océans. Un volcanisme subaquatique. On voit aussi des traces dans le plancher continental des océans. Et ces eaux souterraines à très forte pression, c'est comme si on utilisait un Karcher à haute température, mais à échelle planétaire. Provoquent des érosions très fortes et une sédimentation conséquente. Mais tout de suite après, l'érosion emmenant les sédiments de toute taille, même jusqu'à des tailles conséquentes pour les roches, et déposant les sédiments quelques heures ou quelques jours après. Donc on parle bien de catastrophe. Ce n'est pas un film catastrophe, mais les gens qui ont vécu ça, il n'y en a pas beaucoup qui ont survécu. On sait qu'il y en a quand même 4 couples, mais pas beaucoup plus. Et ça ne devait pas être très drôle. Donc cette séparation, ensuite séparation des continents, mais aussi dans des temps, on ne sait pas si c'est des centaines d'années ou des 10 ans, ça n'a pas grande importance, mais on sait que ça s'est fait rapidement et que ça a fait baisser les eaux parce qu'il y a eu de la place refaite avec un peu de l'effondrement de la croûte. Les eaux ont baissé rapidement. Ce n'est pas l'évaporation après le déluge qui ont fait baisser les eaux. C'est une tectonique des plaques. Sinon, l'eau n'aurait pas baissé en quelques mois. Elle aurait mis des années à s'évaporer. Et quelques eaux souterraines encore ont pu être éjectées aussi, provoquant aussi des remaniements de relief secondaires. Par exemple, le Grand Canyon du Colorado, c'est pas impossible, c'était un processus de ce genre-là, après la formation des continents. Et les nouvelles sédimentations ont compliqué le schéma, puisqu'il y a une première sédimentation quand le continent était encore entier, et des sédimentations secondaires quand les continents se sont séparés. Donc ça rend très compliqué la lecture des couches stratigraphiques sédimentaires sur la planète. Et on pense aussi qu'il y a eu des conséquences sur la rotation de la Terre, puisque le centre de gravité de la Terre a un peu bougé. Et ça pourrait expliquer des glaciations successives sur la Terre. Et on voit des traces de glaciation partout, sur tous les continents. Donc, passons maintenant au principe de datation radiométrique. J'ai simplifié à l'extrême, mais il s'agit de trouver une date. Alors comment faire? Là, j'ai une espèce d'horloge qui m'espionne, c'est un chronomètre. Vous voyez un chronomètre là-bas. Si nos charmants techniciens ne l'avaient pas mis à zéro, vous ne pourriez pas dire combien ma conférence a duré, ni quand elle a commencé, puisque le chronomètre n'a pas été mis à zéro. Donc on a besoin d'un chronomètre, par exemple le cours des astres, ou la désintégration radioactive, c'est un chronomètre, ça compte des intervalles de temps avec une grande précision et une grande régularité, mais pour donner une date et un calendrier, il faut un phénomène de déclenchement, de remise à zéro. Sinon, vous n'avez pas de date. Vous avez un temps écoulé, mais vous ne pouvez pas savoir le temps écoulé, puisque vous n'avez pas le déclenchement du chronomètre. Donc, pour nous, ça peut être la création, ça peut être le déluge. Pour les physiciens actuels, ça peut être n'importe où, le Big Bang, des modèles formation de galaxies, formation de la Terre. Alors, il y a plusieurs hypothèses, mais comme elles ne concordent pas, on préfère dire que le démarrage des chronomètres radioactifs, c'est la cristallisation des roches. Les roches sont fondues, elles cristallisent des différentes variétés de cristaux, et à ce moment-là, on considère que le chronomètre radioactif, s'il y a des éléments radioactifs dans cette roche, a démarré. Et c'est le principe de ces datations. Alors, c'est basé sur des chaînes de décroissance radioactive. Déjà, Rutherford avait une intuition incroyable. On ne sait pas si tout ça est réel, mais il avait remarqué que quand on avait des minéraux d'uranium enfermés dans des enceintes, on trouvait de
de l'hélium. L'hélium augmentait dans l'enceinte. Ils voyaient un rayonnement, parce qu'on avait des plaques photographiques ou des scintillateurs très simples à étincelles. Ils voyaient si quelque chose amenait de l'énergie sur une plaque. Donc ils savaient qu'il y avait un rayonnement, ils savaient qu'il y avait de l'hélium, mais ils ne faisaient pas le lien entre les deux. L'uranium-238 est un corps lourd, donc de masse 238, masse atomique avec un numéro atomique 92. Il est instable, il va spontanément décroître dans un élément plus léger. Donc on voit qu'il y a 4 unités de masse atomique avec un rayonnement. Maintenant on sait que c'est un rayonnement alpha, que c'est de l'hélium, c'est un atome d'hélium. Et ces éléments vont faire une cascade de désintégration avec des durées de vie qui peuvent aller de la microseconde aux 4,5 milliards d'années ici pour l'uranium-238. Mais ensuite, vous avez des éléments fils qui sont à quelques microsecondes, quelques secondes, et l'élément final donne du plomb stable. Ces plombs ici sont des plombs instables. Et ça, c'est des isotopes. Quand on est dans cette colonne verticale, tous les éléments qui sont dans une colonne verticale ont les mêmes propriétés physico-chimiques, mais diffèrent par leur nombre de masses atomiques. Donc ils n'ont pas le même poids atomique. Donc le seul plomb qui vient de l'uranium-238, c'est le plomb 206, qui n'est que de 24% de tout le plomb qu'il y a sur la Terre, 24% par rapport aux autres isotopes. Et Rutherford ne connaissait pas les isotopes, ne connaissait pas les abondances isotopiques, donc les dates trouvées étaient 4 fois plus fortes que les dates qu'il aurait trouvées s'il avait su que c'était que 24% du plomb qui dépend de l'uranium, qui vient de l'uranium-238. Donc déjà un petit problème qui n'a jamais été corrigé, mais bon, ils n'avaient pas besoin de corriger puisqu'ils ont besoin que de dates en milliards d'années, ils n'ont pas besoin d'avoir des précisions de meilleures qu'1 million d'années. La décroissance radioactive, on a vu, toutes les décroissances, c'est des lois exponentielles, c'est une loi statistique. Et nous avons l'élément pair, P, qui est radioactif, qui décroisse selon une chaîne de plusieurs éléments, mais il donne un élément final dit fils. Les anglo-saxons préfèrent les filles, donc ils appellent daughter. Nous, on est un peu plus machiste, donc c'est des fils. Et chaque atome qui décroît donne naissance à un atome fils, de la même quantité. Et on appelle période ou demi-vie le moment où la quantité d'atomes pairs est égale à la quantité d'atomes de fils, donc 50%. Et ensuite 25% pour 2 périodes, 12,5% pour 3 périodes, et ainsi de suite. Donc si actuellement on s'amuse à mesurer la quantité D d'éléments fils aujourd'hui, on saura avec cette courbe à quel moment de la période on se trouve. Donc ça, c'est un temps. Donc si la période est l'uranium-238, c'est 4,5 milliards d'années, on sera, comme l'hypothèse actuelle de l'âge de la Terre, c'est qu'on a consommé la moitié de l'uranium-238 qui existait à l'origine. Et nous allons voir quelles sont les conditions pour que ceci puisse être affirmé. Pas d'éléments fils à l'origine, donc ça c'est très contraignant, personne ne peut savoir s'il y avait ou non d'éléments fils. Pas d'échange avec l'extérieur, le système doit être fermé, c'est-à-dire que ni de l'uranium-238 ni du plomb ne doit sortir de la roche qu'on mesure pendant toute la durée de vie de cette roche. Si on dit que la roche a 4 milliards d'années, il faut qu'en 4 milliards d'années, il n'y ait pas d'échange avec l'extérieur. Il faut que les paramètres de désintégration sont constants. Et des recherches récentes se rendent compte que dans certaines conditions de fort champ électromagnétique et en présence de métaux, ce n'est pas vrai. On arrive à augmenter la décroissance radioactive de certains éléments radioactifs. Donc ça, c'est très bien pour les déchets nucléaires, c'est moins bien pour les chronologies longues. L'abondance des constantes isotopiques, chaque isotope est
dans une certaine quantité par rapport aux autres isotopes du même corps. Mais on s'est rendu compte aussi que les isotopes variaient énormément en abondance. On considérait que c'était constant. Et si on fait des mesures avec des roches qui ont des variations d'abondance qui ne sont pas dues à la radioactivité, on va avoir des dates fausses. Et on va toujours compter beaucoup trop vieux. C'est toujours dans le même sens, c'est toujours trop vieux. C'est quand même curieux. Et les modèles de formation du système solaire doivent être fiables parce que tous les éléments qu'on trouve sur Terre sont considérés venant de la nucléosynthèse des étoiles, des planètes, des étoiles, des amas et accrétion par la gravité. Donc tout dépend de ces modèles aussi de formation de système solaire. Alors, le modèle de radiodatation, petite analogie un peu simpliste, hein, c'est le sablier. Le sablier, vous avez un récipient en verre contenant du sable qui s'écoule dans un récipient inférieur. Donc l'élément pair, c'est P0. On ne connaît pas sa quantité à l'origine. Hein, personne ne la connaît. On va voir qu'avec des hypothèses, on va dire que ça vaut tant. Ces concentrations initiales, on ne les connaît pas. Ce qu'on connaît, c'est ce qu'on mesure aujourd'hui. L'élément restant pair et l'élément fils qu'il a induit. Et si on suppose D0 égale 0, à ce moment-là, en effet, PT est égal à P0. Mais il faut qu'à l'origine, il n'y ait pas d'élément fils, qu'il n'y ait pas de plomb dans la roche au départ. C'est une hypothèse qu'on ne peut pas prouver ni démontrer, parce qu'il n'y a aucune raison qu'au moment de la création et de la différenciation des éléments au moment de la formation de la Terre, du plomb ne se soit pas formé, venant de la nucléosynthèse comme le fer, comme l'uranium. Alors qu'en réalité, des zéros est probablement pas nul. Donc tout ce qu'on va mesurer aujourd'hui, s'il y a des zéros non nuls, on va attribuer à la désintégration de P une quantité qui ne vient pas de la désintégration de P. Donc on va vieillir les âges. C'est ce qui se passe dans la méthode potassium-argon qu'on va étudier dans un instant. La méthode potassium-argon, oh, quelle chance pour les géologues et les partisans des chronologies longues, ça avait l'air d'être le cas idéal de remise à zéro d'un chronomètre radioactif. Parce que le potassium 40, le potassium est assez fréquent dans les roches. Le potassium 40, lui, il n'est que 0,1% de tout le potassium. Donc déjà, ça complique les mesures parce qu'il est en faible quantité. Il se désintègre en deux éléments. Cassium 40, on ne l'utilise pas parce que le cassium est trop mobile et on n'aurait pas le système fermé pour une roche. Et on utilise l'argon en considérant que l'argon va dégazer au moment de la solidification de la roche. C'est surtout des mesures sur les laves, puisque les laves sont souvent riches en potassium. Et on considère qu'à l'éruption, l'argon étant un gaz et température élevée, l'argon va partir de la lave, du magma montant, formant une colonne de lave, et on a l'argon zéro au démarrage, qui est la solidification de la roche. Ensuite, on considère que c'est le système fermé. C'est évident que si un des seuls éléments constituant la roche et qui rentre dans la mesure de la date radioactive, on ne peut ni admettre du gain, ni admettre une perte. Ça fausserait complètement les mesures, ou dans un sens, ou dans l'autre. Et voyons un peu l'historique des datations, parce que c'est un peu impressionnant de voir que jusqu'au fin 17e, on pouvait parler de 4000 ans sans se faire massacrer. On pouvait faire des modèles catastrophistes publiés dans les livres de sciences de l'époque. Il n'y avait aucun problème. Et c'est à partir de l'application de lois de la physique ou de thermodynamique qu'on a commencé à élargir ce temps. Par exemple, Buffon faisait refroidir des boulets de différentes matières
Et avec les gradients de température mesurés sur Terre à l'époque, il avait déduit que la planète faisait 75 000 ans. Donc c'était quand même pas très vieux. Dès qu'on a commencé à... Lord Kelvin, qui s'est pris de bec avec tous les darwiniens de l'époque, et Lyell et compagnie, avait trouvé entre 20 et 400 millions d'années pour des modèles un peu plus affinés de thermodynamique. On voyait que le gradient d'augmentation de la température dans la Terre n'était pas celui qu'avait utilisé Buffon. Alors, oui, pardon, c'est pas volontaire. Alors, George Darwin, vous me direz, qu'est-ce qu'il vient faire Darwin là-dedans dans les mesures de l'âge de la Terre? Il n'a jamais rien mesuré, Charles. Ça, c'est son fils, astronome, qui, avec des calculs sur les orbites de la Terre et de la Lune, supposant que la Lune venait de la Terre, il avait trouvé, pas assez pour son cher papa, 56 millions d'années. C'est pas assez pour l'évolution. Vient les premiers balbutiements de méthodes de radiodécroissance, de désintégration radioactive, avec l'uranium-hélium. À une époque où on ne connaissait pas grand-chose des chaînes radioactives, on ne connaissait rien des isotopes. Et en mesurant finalement l'hélium sorti d'un échantillon d'uranium, il avait trouvé des valeurs croissantes, mais à chaque fois sur le même échantillon. Ça veut dire qu'à chaque fois, il considérait qu'il avait mal calculé, que l'hélium était parti, donc il fallait rajouter l'hélium qui était parti, et on arrivait à 500 millions d'années, ce qui commençait à être pas mal. Boltwood, qui travaillait avec Rutherford, a sauté le pas, et là avec l'uranium plomb. Mais là, comme je vous ai dit, tout le plomb qu'on trouvait dans les mines d'uranium que Boltwood a utilisé ont été attribués à la désintégration d'uranium 238. Donc déjà un facteur 4 en plus vieux. Et le pire, c'est que il s'est calé sur l'échelle stratigraphique. Dans les mines d'uranium à ciel ouvert, il a pris des échantillons à différentes profondeurs, et il a dit ça fait tant de mètres, de dizaines de mètres ou de centaines de mètres de profondeur, donc l'âge de l'uranium c'est tant parce que la vitesse de sédimentation donne tel âge. Donc c'était bien l'échelle stratigraphique qui a servi de calibration à toutes ces méthodes au départ. Ensuite, on a commencé à affiner les méthodes pour arriver à l'âge actuel. Avec une petite anecdote en 1935, c'est que l'âge trouvé était plus vieux pour la Terre que l'âge de l'univers par les modèles astronomiques de l'expansion de l'univers. Donc un petit malaise là dans la communauté scientifique. Oh là là, la Terre est plus vieille que l'univers. Bon, qu'est-ce qui se passe? Alors on a tout de suite trouvé la solution, c'est que la constante de Hubble n'est pas constante. On avait 1,5 milliard années-lumière pour l'expansion, ça équivaut à l'âge. 1,5 milliard d'années pour l'univers en 1930, ou 25-30. Et gros problème, déjà ici, ça ne collait plus avec les radiodatations. Donc, on a affiné soi-disant les méthodes, mais en fait, on a modifié cette constante. On a dit l'expansion de l'univers, c'est pas avec ce paramètre, il faut changer le paramètre. Et en changeant le paramètre, on obtient ce qu'on voulait. Ensuite, on a utilisé énormément de méthodes différentes qui semblaient toutes correspondre, mais toujours avec l'hypothèse d'expansion de l'univers qui n'est toujours pas prouvée, même si certains radioastronomes ici ou radiophysiciens pensent que c'est prouvé. Et on voit quand même que la barre d'erreur tourne entre 10 milliards d'années et 20 milliards d'années. On a choisi 13 milliards d'années, peut-être parce que ça porte malchance, je ne sais pas. 13 milliards d'années, l'univers. Est-ce que vous voulez plus? Il y a 20 aussi. Il y a même 25. Si vous voulez moins, c'est plutôt dans les 10. Ceux qui sont pour le système métrique décimal choisiront 10. Vous avez le choix. Alors, la radioactivité, je vais aller plus vite parce que je vois qu'il y a le méchant chronomètre qui me talonne. C'est pour vous dire que la séparation isotopique n'a été démontrée qu'en 1920. Donc, toutes les mesures qui ont été faites avant étaient fausses.
Et rapport d'abondance isotopique du plomb, on a vu par exemple les galènes varient tellement qu'on ne peut pas faire de datation uranium-plomb dans les galènes. Parce que cette variation d'abondance isotopique passe pour un âge, alors que ça n'a rien à voir avec un âge. C'est uniquement une composition chimique différente dans certaines galènes par rapport à d'autres en fonction de leur formation. Alors, voyons les problèmes, c'est là que ça se corse. Les conditions initiales et calibration, c'est ce qu'on a vu à peu près, mais on va peut-être refaire le résumé pour que vous puissiez... c'est le résumé, c'est que la datation par radioactivité a été initiée sans connaissance suffisante des séries radioactives, dans l'ignorance de l'existence des isotopes. C'est quand même important. Les calibrations étaient faites sur les vitesses de sédimentation lentes, donc l'échelle des aires géologiques est prise comme postulat de départ. Et c'est vrai dans toutes les publications de datation radiométrique, l'échelle stratigraphique départage les dates considérées comme aberrantes. C'est l'échelle stratigraphique qui est la norme. Donc pour la méthode potassium-argon, nous allons voir intéressant éruption du mont Saint-Helens en Alaska qu'on trouve dans presque toutes les publications qui sont dans les chronologies courtes. Un des grands spécialistes est Steve Austin, qui a travaillé avec Guy Berthaud ayant financé une partie des mesures et des travaux. Et cette éruption, on a prélevé des échantillons dans le dôme ici d'éruption. C'est les fins d'éruption. Il y a une extrusion de lave un peu plus visqueuse à très faible vitesse qui se solidifie relativement lentement au milieu du cratère du volcan. Et le volcan a été complètement décapité sur sa face nord, a provoqué d'immenses avalanches de lave, cendres, neige fondue et boue rasant les forêts de la face nord et précipitant les arbres décapités dans le lac Spirit, qui était à quelques kilomètres du volcan. Donc, ces échantillons prélevés sur cette dacite, donc c'est un élément, c'est un silicate d'aluminium, plus ou moins riche en calcium ou magnésium ou potassium. C'est pour ça qu'il est intéressant, il y a du potassium. Donc on mesure les âges potassium-argon, et pour la roche entière, on trouve 350 000 ans pour une éruption relativement jeune quand même. 1980, c'est assez jeune. Si on décompose la roche, on prend des cristaux. Il y a des cristaux dans les roches, on peut les distinguer. Il y a du quartz, il y a du feldspath, il y a l'amphibole. Tous ces cristaux peuvent être séparés de la roche et mesurés indépendamment et uniquement dans ce cristal-là. Pour le feldspath, qui était riche en potassium, on trouve presque comme la roche mère. L'amphibole, on trouve beaucoup plus vieux, 900 000 ans. Et le pyroxène, 2 800 000 ans, pour la même échantillon. Hein. C'est un échantillon de 1980, ou entre 1980 et 1985. La même chose a été trouvée par Andrew Snelling en 1998. Il avait publié, mais cette fois c'est sur la roche entière, des dates aberrantes par rapport à une éruption de 1954. Donc 270 000 ans, 1 300 000 et 3 500 000. Alors qu'est-ce qui a pu se passer? Dans les profondeurs, on n'est pas plus avancé que les connaissances de ce qui se passe sous nos pieds et pas plus élevées que les connaissances de ce qui se passe dans l'univers. C'est-à-dire qu'on a des forages qui ne vont pas très loin, maximum c'est 20 km, ils ne sont pas très nombreux sur la planète. On a la composition des laves qui sortent, on peut mesurer la composition cristalline, physico-chimique des laves. Ça donne une idée des minéraux qui sont dans les magmas. Mais on a des réservoirs de magma à différentes profondeurs, que ce soit dans le manteau, la croûte, et ils peuvent être superposés éventuellement avec passage dans des nappes souterraines à toute profondeur. Et ces conditions hydrothermales
comme les pressions sont excessivement élevées et les températures excessivement élevées, nous avons des conditions supercritiques. La cristallisation ne se passe pas comme la cristallisation qu'on peut faire à pression atmosphérique ou à quelques centaines de bars et à des températures pas aussi élevées. Donc il est très probable que des cristallisations fractionnées, c'est-à-dire se forment en milieu liquide de la lave. Des cristaux se forment. Comme la lave, et il y a de l'argon de partout qui vient dans la lave. L'argon peut venir du potassium qui serait sur les parois. Il peut être de l'argon primitif. Et cet argon est piégé dans la maille cristalline des cristaux qui se forment dans le magma. Au moment de l'éruption, normalement, si on était en conditions normales, les cristaux pourraient refondre et dégazer l'argon. Mais ils ne fondent pas. Ils gardent l'argon prisonnier dans la maille. Et cet argon va être compté comme venant de la désintégration du potassium. Donc, on croit qu'il y a argon 0. On serait dans les conditions 2. On aurait un temps donné. Supposons, tant de quantité d'argon, tant de quantité de potassium me donne un âge donné. Mais comme le chronomètre n'a pas été remis à 0, on a de l'argon en excès. En fait, un passager clandestin, un parasite, qui a pris le wagon du cristal et qui en a profité. Il faisait trop chaud dans le magma, il en a profité pour prendre l'air. Donc on trouve de l'argon dans les cristaux. Et cet argon va être considéré comme venant de la décomposition radioactive de potassium, donc donnant des âges très anciens par rapport à l'âge réel. Donc on a la mesure actuelle qui donne un âge très ancien. Et pourquoi ça ? Ça dépend. Cet argon en excès va donner des âges apparents. Mais ça dépend aussi de la teneur en potassium. Pour des valeurs très faibles, une partie par million, c'est relativement faible, c'est difficile à mesurer, mais pour une lave contemporaine, ça donnerait un âge de 500 000 ans. C'est des calculs théoriques. J'ai fait cette courbe pour m'approcher un peu des mesures qu'on a fait au Saint-Helens. S'il contient très peu d'argon, je vous laisse lire parce que je vais me tromper dans les zéros, partie par million, donc c'est très faible. Si il contient 10 fois plus d'argon, on va avoir 3 500 000 ans. Donc plus l'argon en excès est important, plus l'âge est faux, en plus vieux. Et cette erreur augmente avec des quantités plus faibles de potassium. Avec un potassium 5 fois plus faible, on va avoir 2,5 millions, c'est ici le 2,5 millions, et 17 millions. Donc c'est quand même, vous voyez, c'est pour quelque chose qui est récent, ça fait un peu tâche. Alors, on nous a fait une objection quand même. L'objection est la suivante. Il n'y a pas d'argon en excès. En réalité, vous avez mesuré des roches d'une éruption ancienne qui ont été arrachées dans la cheminée au cours de l'éruption récente. C'est une explication comme une autre, ça peut arriver. Alors, réponse, les roches proviennent de l'extrusion, ici, de ce bloc de dacite. C'est une extrusion de lave très lente, donc une remontée de lave très lente. On arrache des roches au moment de la phase explosive de l'éruption. Mais quand la phase explosive est terminée, on n'arrache plus rien. Et donc, ce qu'on a bien mesuré, c'est bien le résultat de la montée du réservoir de magma. Ici, donc, on n'a pas mesuré des roches d'une éruption ancienne. Et ce sont les cristaux qui se sont formés dans le magma sous conditions supercritiques, qui ne sont pas dissous pendant l'éruption et qui ne dégazent pas l'argon. Donc l'argon piégé dans la maille cristalline ne dégaze pas. L'hypothèse de remise à zéro du chronomètre est invalidée pour toutes les mesures potassium-argon qu'on a fait depuis que la méthode existe. Les géochronologues admettent la présence d'argon en excès dans les roches lors de la datation potassium-argon, mais refusent de considérer que ce problème est général et de mettre en doute les mesures anciennes.
parce que ce qu'on a obtenu, on ne va pas le lâcher comme ça. Donc, passons maintenant à un autre problème, fossile polystrate. Regardez cette photo. Vous voyez un gentil tronc d'arbre qui fait 4-5 mètres de hauteur, qui est fossile, qui a la mauvaise idée de traverser des couches qui sont séparées par des âges de plus de 500 000 ans. Manifestement, c'est le même arbre. Hein. Et ce n'est pas un méchant partisan de chronologie courte qui est venu coller ou en cimenter un arbre sur les strates du fond. En fait, ce type de fossile est très fréquent sur tous les continents. On en trouve partout. Même Charles Lyell en avait vu aux États-Unis, parce qu'il voyageait justement pour voir les paysages stratigraphiques dans le monde, et il a vu ces arbres. Bon, il n'en a rien dit. Il a dit qu'il avait vu ces arbres. Il est inutile de préciser que ces fossiles polystrates posent des problèmes pour les partisans des vitesses de sédimentation faibles et ensevelissement lent. En effet, l'arbre se serait décomposé avant d'être entièrement enseveli. Hein, vous n'auriez pas eu le haut de l'arbre en parfait état de fossilisation. Alors, juste pour mémoire, qu'est-ce qui s'est passé aussi au Mont Saint-Hélène? Il y a eu formation de strates visibles sur des flancs de mini-canyons. Et l'arrachage des arbres jetés dans le lac Spirit, certains ont flotté verticalement. Alors, qu'est-ce que ça a donné, les mini-canyons, là? Vous avez un socle des produits de l'explosion initiale de l'éruption qui donnent des roches, toutes sortes de matériaux assez grossiers qui sont déposés en ce qui ressemble à une couche. Mais ensuite, par les flots d'eau et boueuse et de roches, on a une stratification rapide en quelques heures sur 7,6 mètres. Alors 7,6 mètres à 1 mm par 100 ans, ça vous donne 700 000 ans. C'est quand même pas mal pour quelques heures. Alors évidemment, ils vont dire oui, mais ça s'est passé au Mont Saint-Hélène, mais dans les temps anciens, ça ne s'est pas passé comme ça. Et c'est recouvert par des restes, l'éruption ultérieure en haut, l'éruption ultérieure de cendres qui a recouvert une couche qui n'est pas stratifiée, celle-là, puisqu'elle s'est redéposée après. Donc c'est quand même intéressant de voir ce genre de formation stratigraphique qui n'a pas l'âge qu'on aurait pu lui donner. Si vous mettez un partisan des chronologies longues devant cette coupe, vous lui dites « donnez-moi l'âge ». Il va tout de suite vous dire « ça fait 700 000 ans ». Après, vous sortez la photo de l'éruption et vous dites « ben voilà, c'est 1980-85 ». Alors, les arbres arrachés dans Spirit Lake, là, on les trouve ici quelques mois après l'éruption. C'est des troncs sans feuilles, arrachés par le souffle de l'explosion, il n'y a plus de feuillage. Le raz-de-marée de boue qui est tombé dans le lac a provoqué un raz-de-marée dans les rives opposées d'eau du lac qui a arraché les arbres en face et qui les a redescendus dans le lac. Et certains de ces arbres ont flotté en position verticale parce que les racines ou des rochers coincés dans les racines faisaient qu'ils étaient plus lourds à la base. Et des plongées sous-marines et des sonars latéraux ont montré que certains étaient déjà recouverts par des sédiments à différentes profondeurs. Quand un sédimentologue voit ça dans la nature, il dit voilà, il y avait des forêts à différentes époques qui ont été recouvertes par des sédiments lents et c'est des forêts avec leurs racines. Mais en fait, non. Parce qu'à côté, on trouve des arbres abattus. Donc, un arbre en sédimentation lente verticalement se décompose. Forcément, il est soumis à l'atmosphère, aux pluies, à toutes sortes de bactéries et d'insectes lignophages. Alors maintenant, le problème le plus ardu, le chronomètre s'est déclenché, mais il ne ralentit pas. Tissu biologique mou. Cette découverte de tissu mou n'est pas récente, elle est relativement ancienne. Dans le gisement de lignite du Geiseltal, excusez-moi les Alsaciens, je ne prononce pas très bien l'allemand. Madame Geiseltal? Ja, danke schön. Alors, de la lignite, on a trouvé de tout.
de tout, de toutes sortes, des reptiles, des oiseaux, avec leurs plumes, avec leur peau. Mais à l'époque, pas trop de publications là-dessus. La médiatisation est venue en 2005 quand Marie Schweitzer a eu la mauvaise idée de donner des valeurs des photos de microscopie électronique en balayage où on voyait des vaisseaux, des globules rouges, de l'ADN, des globules rouges. C'était comme si c'était une coupe qu'on est allé chercher chez le boucher et est allé faire quelques coupes pour ses étudiants. Alors que le dinosaure, soi-disant le T-Rex en question, avait 68 millions d'années officiellement. Donc il y a eu un petit malaise. Le petit malaise a été résolu par les évolutionnistes en disant oui, mais avec des composés ferreux, ça se conserve. On conserve les olives dans du glutamate ferreux. Donc il n'y a aucun problème pour que ça tienne 68 millions d'années. Mais en fait, les biologistes ont dit des protéines qui 10 000, 100 000 ans, ça se comprendrait peut-être, mais 60 millions, non. Même chose pour les cellules osseuses, qui sont parfaitement comme des cellules osseuses actuelles. Et en 2009, Wilby du BGS, qui est l'équivalent de l'UGS américain, British Geological Survey, pour un calmar de 150 millions d'années officielles, on a trouvé de l'encre liquide. Si vous la mettez dans votre stylo, si vous avez encore un vieux stylo à réservoir, vous pouvez écrire avec des tissus mous, des yeux, des muscles dans ces calmars, et dans plusieurs endroits, ce n'est pas un seul endroit. Alors, passons maintenant à une partie c'est un peu le vif du sujet. Voilà, datation au carbone 14 de fossiles de dinosaures. Si vous comparez les gammes de mesures que peut atteindre le carbone 14 et l'âge officiel des dinosaures, vous dites ouf, il y a un petit problème. Et on nous l'a fait remarquer. Objection, il est absurde de dater par une méthode utilisable dans la gamme 0,50 000. On peut aller plus bas, mais 0,50 000, c'est qu'on est sûr. Des échantillons vieux de dizaines à centaines de millions d'années. C'est très logique, c'est normal. Hein 50 000 ans et 66 millions d'années, il y a un petit facteur. La réponse, c'est ce qu'a fait Hugh Miller, qui avait commencé les mesures dès 1989, donc bien avant Marie Schweitzer. L'existence de fossiles polystrates, de tissus biologiques ou de restes de dinosaures momifiés pourrait être une indication qu'ils n'ont pas d'âge officiellement attribué. La datation carbone 14 est donc pertinente. Parce que ces gens-là, c'est quand même des scientifiques curieux. Ils ont une anomalie qui apparaît, et ils disent, bon, cette anomalie, on va la tester. Pourquoi pas de carbone 14 ? On peut faire toutes les mesures qu'on veut. Si après, il se trouve que c'est des mesures idiotes, on admet qu'elles sont idiotes. Mais des pourcentages significatifs de carbone 14 ont été mesurés dans de nombreux fossiles de dinosaures, d'ambres, de morceaux de bois, etc. Et pas que par des gens qui sont tenants des chronologies courtes, mais par des gens qui sont tenants des chronologies longues. Ils ont trouvé du carbone dans presque tout. Bon, un des membres du Paléogroupe qui a fait ces mesures, dès 89, a vu cette publication miraculeusement acceptée à Singapour en 2012, mais je dis que c'est un miracle, ou alors c'est une faille dans la censure, parce que peu après, les responsables de la conférence ont fait enlever le résumé du papier de tous les sites internet de la conférence. Donc on ne trouvait plus de traces de ce papier. Et évidemment, Hugh Miller ne s'est pas gêné pour le diffuser par d'autres moyens. Et on voit bien, pendant la conférence, un spécialiste justement de paléontologie avait dit « Vos mesures sont absurdes, elles sont fausses ». Mais c'est tout. Il n'a pas dit pourquoi. Et on va voir qu'il y a peut-être des problèmes. Cette quantité de carbone 14 est semblable à celle trouvée dans les fossiles de mammouths, d'ours des cavernes, tigres, sabres, rhinocéros. Et certains restes de dinosaures ne sont pas momifiés. Alors, il y a quelques mesures ici pour vous montrer qu'on trouve des âges autour de 23 000 à
à 33 000 ans, mais c'est des âges conventionnels carbone 14. Je vous dirai pourquoi ça date vieux le carbone 14. On a même mesuré les contaminants pour être sûr qu'on enlevait quelque chose avec les contaminants. Et en effet, les contaminants montrent qu'il y a du carbone en quantité très supérieure à ce qu'il y avait dans les eaux. Donc ça veut dire ou que le traitement de nettoyage est efficace et qu'on enlève bien tout, ou c'est pas impossible qu'il reste des résidus de carbone 14 modernes. Hein, soyons honnêtes, on peut admettre qu'il y a une pollution de carbone 14 moderne. Mais il faudra le prouver. C'est-à-dire qu'on va proposer à ces braves personnes. Là, c'est des tableaux pour montrer qu'on trouve un peu partout, hein, Texas, Arkansas, Montana. C'est des réservoirs à dinosaures. Hein. On peut trouver des dinosaures qui ont l'air non fossilisés, momifiés. C'est incroyable. Et toujours cette gamme de mesures qui veut dire qu'il y a peu de carbone 14, mais c'est déjà quand même dans une gamme de mesures où le carbone 14 est relativement fiable, hein, officiellement. Et voilà cette brave bébête. Malheureusement, la photo est en noir et blanc. Je pense que, comme il y avait des couleurs, des écailles et autres, ils ont préféré faire en noir et blanc. Mais je vous montrerai le schéma de l'étude de ce nodosaure. Hein. Si vous ne savez pas ce que c'est un peu comme les caniches, mais chez les dinosaures. Hein. Nodosaures, il y a les caniches, il y a les bulldogs. Donc, il y a une famille incroyable. On trouve de tout. Et même des spécimens, on en retrouve actuellement qu'on n'avait jamais vu avant. Il est en état de conservation incroyable. On a des écailles comme s'il était momifié. Je vous rassure, je ne pense pas qu'il soit passé par l'Égypte pour venir dans cet état-là. Mais il est très très bien conservé, beaucoup mieux que les pharaons. Alors, cette petite bestiole, vous voyez sa tête ici, dans sa gangue rocheuse, et malheureusement, la pelleteuse qu'il a découvert, le conducteur ne savait pas trop ce que c'est, il l'a coupé, et on a perdu la queue. Mais on voit qu'on a une conservation assez importante. Alors, la chose intéressante, c'est qu'on a des résidus du contenu de l'estomac qui ont été analysés, mais on n'a jamais vu les résultats. Présence de bois fossile coincé dans les écailles, parce qu'il est cuirassé par des écailles qui ont leur couleur. Elles sont peut-être ternies, mais ça, c'est une photo en couleur. Et ici, le dessin pour montrer que les écailles ont un pigment, en plus, qui semblait être variable. Comme les caméléons, un pigment équivalent, ça veut dire qu'il pouvait changer de couleur. On pensait que dès qu'il voyait un tyrannosaure rex, il changeait de couleur pour se planquer dans le fond du paysage. Donc voilà sa belle tête comme un gros lézard. Hein. Il fait quand même, spécimen ici, il fait 3 mètres plus la queue, ça ferait 5 mètres. Donc ça ferait 5 mètres. Pour notre paléogroupe, ça serait très intéressant de récupérer les petits morceaux de bois ici, c'est idéal pour le carbone 14, et le contenu de l'estomac. Mais évidemment, ça va être dur. Ce qu'on trouve au carbone 14, c'est la même chose qu'on trouve pour les mammouths, les rhinocéros. Donc, pourquoi le carbone 14 date trop vieux? Parce que dans l'hypothèse chronologie longue, les réservoirs de carbone 14 sont à l'équilibre, la courbe en rouge. Mais si c'est des chronologies longues, on n'est pas à l'équilibre, puisque ça se forme dans la haute atmosphère par les rayons cosmiques sur l'azote, et on a des fluctuations qui sont dues aussi au champ magnétique qui a varié, qui écrante les rayons cosmiques, et pour les chronologies longues, le carbone 14 n'est pas à l'équilibre. Donc si on considère qu'en mesurant aujourd'hui, c'est ça qu'il faut prendre comme norme de carbone dans les temps anciens, on se trompe et on date trop vieux. Est-ce que c'est une machine à rajeunir? Vous avez l'accélérateur de spectroscopie de masse. Il rentre avec quelques millions d'années et ressort avec quelques milliers d'années. C'est un problème. Et une contamination par du carbone 14 n'est pas à exclure, mais il faut la prouver.
Et elle impliquerait, là c'est gênant pour tout le monde, que toutes les méthodes de décontamination utilisées par les laboratoires officiels sont inefficaces et les dates à revoir. Et les dates sont fausses. La présence significative de carbone 14, si elle est prouvée que ce n'est pas une contamination, elle remet en cause les chronologies longues officiellement admises. Donc la procédure, je passe parce que c'est un petit détail, ça date encore plus vieux. Donc on propose aux labos mondiaux, puisqu'actuellement tous les labos nous refusent nos échantillons parce qu'on est classé, je ne sais pas quoi là, déluge ou... Donc ils refusent nos échantillons. Ils se sont fait avoir quelques fois parce qu'on n'a pas dit ce que c'était. Et ils refusent maintenant de mesurer. Donc on mesure tous les échantillons, on compare toutes les méthodes de décontamination, de nettoyage. On teste systématiquement les polluants retirés et on fait des mesures des étalons blancs dans tous les laboratoires. Et ça devrait enthousiasmer tous les physiciens de la planète. On pourrait reprendre les affres fossiles et mesurer à différentes profondeurs en C14. Et si on peut, avec d'autres méthodes pouvant dater les roches sédimentaires, la même chose sur les roches sédimentaires, et on compare. C'est la méthode expérimentale, hein, c'est que ça. Donc en chronologie courte, pour nous, la Terre est jeune et on a à l'origine quasiment la même quantité d'uranium-238 ou n'importe quel élément que ce qu'il y avait à l'origine et par rapport à actuellement. Alors qu'officiellement, on a consommé la moitié. Donc, conclusion. L'étude historique des méthodes de radioactivité montre qu'elles sont basées dès leur introduction sur l'échelle des temps stratigraphiques, qui est issue entre autres des travaux de sédimentation lente. Elles ne sont pas des mesures absolues. On a parlé de mesures absolues, c'est Holmes qui a inventé ce terme, pour dire que la stratigraphie ne donnait que des mesures relatives entre si on est plus haut, en dessous on est plus vieux, et là il donnait un chiffre avec les méthodes radioactives, mais ce n'est pas une mesure absolue, c'est un chiffre. Et on trouve une infinité de résultats dans toutes ces méthodes qui permettent de piocher ce qui convient pour la théorie qui convient. Et la seule hypothèse qui est interdite, c'est que les abondances isotopiques à l'origine étaient très proches des abondances actuelles. Et c'est cette hypothèse qui permet de considérer que les chronologies, elles peuvent parfaitement être courtes. Mais un nombre croissant de scientifiques s'en rend compte, ne serait-ce par d'autres arguments, la génétique par exemple. Alors, on conclut la conclusion, on l'a reconclue, ça me donne 3 minutes de retard. Alors, est-ce qu'on continue un dialogue de sourds? Les partisans de les chronologies longues, c'est un terme que j'ai inventé, PCL, je ne sais pas ce que ça veut dire. Tous vos arguments sont faux puisque l'évolution s'est produite et nous l'avons prouvé. Réponse, toutes vos preuves ne sont que des déductions basées sur des hypothèses, donc l'évolution n'est pas prouvée. Alors, est-ce qu'on débat ou est-ce qu'on ne débat pas? Nous allons étudier vos objections et entreprendre des mesures conjointes. Ben, commençons tout de suite, on ne demande pas mieux. On n'est peut-être pas de bons scientifiques, mais on a envie de travailler avec eux même. Et là, quelques spécimens, on trouve encore des spécimens vivants. Sur la planète, il y a encore quelques spécimens vivants. Si on les date au carbone 14, on va trouver 70 ans, ou des trucs assez récents, ou 100 ans, mais voilà. Je vous remercie pour votre attention.